Le monde d'Azeroth n'est pas une terre paisible. Depuis qu'un sorcier du nom de Medivh ouvrit les portes d'un autre monde et laissa s'en déverser des torrents de bêtes assoiffées de sang, les années de paix se comptent sur les doigts d'un lépreux estropié. Les peuples et les races se sont rassemblés dans de vastes alliances pour porter la guerre sur leurs ennemis. Hurlevent, Orgrimmar sont les deux facettes d'une même pièce façonnées par des années de haine réciproque. Elles ont forgé leur puissance dans le sang et l'acier. Pourtant, il existe bien une exception. Une nation qui, depuis sa fondation, ou presque, livra un combat acharné pour la paix. Une nation qui, entre horde et alliance, sut mettre de côté sa rancœur pour ériger un monde meilleur. A-t-elle réussi ? Je vous en laisse seul juge. Pour forger votre opinion, venez avec moi pour explorer cette lointaine nation de Terramort, seule nation humaine de Kalimdor. Je vous ai conté l'histoire des 7 nations. Lordaeron, Gilneas, Kultiras, Dalaran, Alterac, Stromgarde et Azeroth plongèrent toutes leurs racines dans l'antique empire d'Arathor. Aujourd'hui, toutefois, nous accostons une nation singulière. Terramort, la 8e nation humaine, est bien différente de ses sœurs, ou peut-être de ses mères. Ainsi, son histoire débute aux heures les plus sombres de la Troisième Guerre. Les 7 nations reconstruisaient les décombres des 2 premiers conflits. En une décennie, les orques avaient dévasté le continent. Les massacres impitoyables de la Horde avaient saigné bien des provinces. Mais à présent, ces bêtes monstrueuses, capturées, étaient enfermées dans de solides forteresses, et l'on croyait en des lendemains enchantés. L'Alliance, victorieuse, regardait vers l'avenir. Aveuglées par la gloire de leur triomphe, les nations de l'Alliance ne virent pas la corruption ramper en leur cœur. La jeune princesse Jaina Port-Vaillant était née 3 ans avant la Première Guerre, et alors que les conflits ensanglantaient le continent, son enfance avait été préservée sur l'archipel de Kultiras, loin des échos des combats. Alors que s'éveillait son adolescence, la poussière était depuis longtemps retombée. C'est alors qu'un don s'éveilla en elle. Une magie, d'abord timide, crépitait entre ses doigts. Son talent naturel pour les arcanes ne fit bientôt plus aucun doute. Alors que son père, l'amiral suprême Daelin, seigneur de Kultiras, voulait la garder auprès de lui, sa mère, dame Catherine Port-Vaillant, trouva les mots pour le convaincre. Seules les académies de Dalaran, loin sur le continent, pouvaient enseigner à Jaina les subtilités de la magie. En Kultiras, la jeune fille ne pourrait épanouir son don. Au mieux, il resterait enfoui en elle, et au pire, il pourrait se déchaîner sans aucun contrôle. À contre-cœur, Daelin laissa sa fille, alors seulement âgée de 11 ans, embarquer pour de lointaines contrées. À Dalaran, Jaina put exprimer pleinement ses capacités hors du commun. Son talent et sa beauté attirèrent tous les regards. Elle rejeta les avances de Kael'thas, prince héritier de Keltalas, pour accepter celle d'Arthas, prince de Lordaeron. La relation qui les unissait fit le bonheur des nobles familles comme celui des badauds. Les premiers envisageaient déjà l'union à venir entre l'influence Lordaeron, souveraine incontestée sur le continent, et la thalassocratie de Kultiras, maîtresse des océans. Les seconds, eux, se régalaient des ragots à leur propos, trop heureux d'oublier un instant la rudesse de cette vie d'après-guerre. Toutefois, alors que la pression devenait insoutenable, les deux préférèrent mettre un terme à leur passion. L'un se concentra sur ses serments de paladin, l'autre s'en retourna à ses études rigoureuses. Toute cette lumière n'avait pas écarté Jaina de sa vocation première. Érudite et intelligente, elle ne cessait de surprendre ses professeurs par une maîtrise des arcanes bien supérieure à ceux que l'on serait en droit d'attendre d'une apprentie. Sa soif de connaissance était insatiable, et elle fit jouer tant ses relations que son talent indéniable pour s'arroger le mentorat du plus prestigieux des maîtres. L'archimage Antonidas, alors maître de la cité, la prit sous son aile, devinant déjà le potentiel enfoui dans cette jeune femme. Les années suivantes lui donnèrent raison. Reconnue pour son adresse et sa sagesse, elle fut choisie pour enquêter auprès de son ancien compagnon, alors qu'une peste mortelle se répandait dans les royaumes du Nord. Elle vit la maladie faucher les villages et les bourgs. Elle assista à la submersion de Lordaeron par des légions croissantes de morts-vivants. Aux côtés du prince Arthas et de ses chevaliers de la main d'argent, elle remonta la peste de ce mal jusqu'aux portes de la vaste cité de Stratholme. Hélas, ils étaient arrivés trop tard. La ville, seconde du royaume de Lordaeron, souffrait déjà des premiers signes de l'infection. Si ne serait-ce qu'une poignée de ses habitants contractait la peste, toute la population rejoindrait bientôt les rangs des morts-vivants. Le prince Arthas, la mort dans l'âme, ordonna l'exécution de tous les citoyens de Stratholme, qu'ils fussent contaminés ou non. Il n'y avait guère d'autre solution pour freiner ce funeste fléau, mais Jaina ne pouvait s'y résoudre. Elle tourna le dos à son compagnon et le laissa accomplir sa funèbre mission.
Elle ne pouvait plus ignorer la tragédie qui s'en venait. Même un sacrifice aussi insupportable que la purge de Stratholme ne pourrait endiguer la progression du mal. C'est alors que lui apparut un prophète. Il lui exhorta de mener l'humanité de l'autre côté de la mer, jusqu'à un continent oublié du nom de Kalimdor. C'était là le seul salut non seulement de son peuple, mais de sa race, et de tous les mortels qui respiraient encore sur les royaumes de l'Est. Sans quoi, chacun finirait dévoré par la mort, et le monde sombrerait dans les flammes démoniaques. Ce prophète ne lui était pas tout à fait étranger. Elle l'avait vu s'entretenir avec son maître, Antonidas, mais ce dernier, aveuglé par la puissance invaincue de sa cité et inconscient des horreurs qui s'abattaient sur les provinces septentrionales, il l'avait chassé sans ménagement. Cette fois, les choses étaient bien différentes. Après tout ce qu'elle avait contemplé, Jaina ne pouvait qu'accorder du crédit aux paroles de cet étranger. Le vieux monde des humains s'écroulait sans que rien ne puisse l'empêcher. Antonidas, conscient de son erreur, l'exhorta de partir par-delà la mer comme l'avait recommandé le prophète. Dalaran ne saurait résister longtemps aux assauts des légions de la mort. Elle rassembla autant de réfugiés que possible. Elle passa de village en village. Beaucoup, effrayés par la perspective d'un tel saut dans l'inconnu, refusèrent de la suivre. Mais peu à peu, alors que le continent se métamorphosait en un sinistre cimetière, des milliers de réfugiés s'engagèrent sur ses pas. Pour beaucoup, elle était le dernier espoir dans les ténèbres. Elle rassemblait derrière elle des exilés de tous les royaumes humains, plus encore, de toutes les races de l'Alliance. Puis, en tant qu'héritière de Kultiras, elle réquisitionna une flotte et leva l'ancre en direction du couchant. Le voyage fut long et éprouvant. Chaque matin, pendant des semaines, l'aube se levait sur un océan sans rivage, et l'emprise du doute était toujours plus grande. Les réfugiés avaient abandonné biens et familles sur le continent, et sans nouvelles, ne pouvaient s'empêcher de se questionner. La non-mort avait-elle fini d'engloutir le continent? Et eux, allaient-ils toucher une terre, ou étaient-ils condamnés à errer jusqu'au trépas sur une mer sans fin? Cette dernière question trouva enfin réponse lorsque, sur l'horizon, apparut une terre sauvage. Ils longèrent le rivage jusqu'à trouver un accostage sûr. C'était une petite île rocheuse, bordant un littoral marécageux. L'endroit n'était guère un havre prospère, mais il n'y avait ni orques, ni morts-vivants, ni démons, ce qui était bien plus favorable que les contrées qu'ils avaient laissées derrière eux. Après avoir touché terre, les rescapés s'empressèrent d'édifier une colonie fortifiée qu'ils baptisèrent Terre à Mort. Ils firent le vœu de reconstruire en cette terre perdue un nouveau foyer pour l'humanité. Les marécages étaient avares en ressources. Les arbres, tordus par les vents, rongés par l'humidité, n'offraient qu'un bois médiocre, tandis que la boue saumâtre n'était guère propice au semail. À force d'exploration, l'expédition fit la découverte de vastes plaines ouvertes, les Tarides. Ces régions sèches, calcinées par un soleil écrasant, étaient semées d'oasis où fleurissaient des bosquets luxuriants. Ces terres n'étaient toutefois pas aussi vierges que ne l'étaient les marécages. Des orques s'y étaient installés et avaient fait alliance avec une race de nomades indigènes, les imposants taurennes. Aussitôt, les traumatismes des premières guerres se rouvrirent dans la violence. Orques et humains se jetèrent les uns sur les autres, épée au clair, bien déterminés à ne laisser aucune place à l'autre sur cette terre inconnue. Alors que les combats embrasaient ce continent de Kalimdor, Jaina s'enfonça toujours plus profondément dans les terres. À l'ouest, un haut massif montagneux s'élevait jusqu'à toucher les nuages, une contrée que les indigènes désignaient sous le nom de serre rocheuse. Ces positions en surplomb feraient une bonne position défensive pour établir des fortifications, tandis que les forêts de pins approvisionneraient Terre à Mort en bois d'œuvre. Mais tandis que la petite expédition escaladait les montagnes, talonnée et harcelée par des bandes d'orques, de trolls et de taurennes, la magicienne ressentit une profonde magie qui émanait du ventre des monts. Curieuse, toujours en quête de connaissances magiques, Jaina n'hésita pas un instant et s'enfonça dans d'obscures cavernes. Même ici, dans le silence des profondeurs, la horde ne cessait de la pourchasser. Cette fois, la dame était déterminée à se battre. Tandis que ses adversaires tiraient leurs armes, que Jaina laissait la magie s'écouler jusqu'à ses doigts, le prophète surgit de la pénombre et imposa la paix. C'était lui qui avait fait venir la horde jusqu'ici. C'était lui qui avait attiré l'expédition humaine jusqu'à ses tréfonds. Il les avertit. Les morts-vivants n'étaient qu'une première étape dans les plans d'entités maléfiques. Les démons de la Légion Ardente avaient déjà enseveli le continent de Lordaeron sous leur feu maudit, et bientôt, ils déferleraient en Kalimdor pour achever leur funeste conquête. Si l'Alliance et la Horde ne pouvaient mettre leur haine de côté, alors c'en serait bientôt fini de ce monde. À contre-cœur, Jaina et ses adversaires baissèrent leurs armes. Pour la première fois,
un chef humain accepta de prêter l'oreille aux paroles de ces viles créatures qui avaient fait tant de mal à leur race. À sa grande surprise, elle n'avait pas face à elle des êtres assoiffés de sang. Le chef des orques, dénommé Thrall, était épris de paix et ne se battait que pour offrir une seconde chance à son peuple. Tous les orques n'étaient toutefois pas aussi apaisés que leur chef. Tandis que l'alliance menée par la Dame de Terramort et la Horde, représentée par Thrall, scellait une union de circonstances au sommet des serres rocheuses, les orques du clan Chanteguerre se déchaînaient contre les humains et d'étranges elfes des bois, plus au nord. Jaina consentit à aider Thrall à rétablir l'ordre dans sa horde. Pour ce faire, elle lui offrit une gemme d'esprit qui permit de purger l'âme de Grommat sur l'enfer, chef du clan belliqueux, de toute influence démoniaque. Ce dernier, libéré, réalisa toute l'horreur de ses actes et se sacrifia pour réparer ses erreurs. Hélas, les actes brutaux de Grommash avaient déclenché l'ire d'un peuple redoutable. Retranchés dans d'impénétrables forêts, les elfes de la nuit livrèrent une guerre sans merci à l'expédition conjointe de la Horde et de l'Alliance. Guerriers redoutables, assistés par toutes les forces de la nature sauvage, les elfes repoussèrent avec hargne la coalition hors de leur bois. Guidés par une vision, Thrall accompagna Jaina jusqu'à un bosquet où ils rencontrèrent les deux chefs des elfes de la nuit. La prêtresse Tyrande et le druide Malfurion accueillirent les deux meneurs avec hostilité. Mais une fois encore, l'apparition du prophète suffit à faire taire les combats avant qu'ils ne débutent. Ces elfes constituaient la troisième pièce d'une stratégie mûrement préparée pour sauver Azeroth, le monde d'une agonie démoniaque. Le prophète révéla enfin son identité, bien que seule Jaina fût en mesure de la reconnaître. Cet inconnu n'était autre que Medivh, le sorcier qui, jadis, se laissa dominer par la corruption des démons et ouvrit la porte aux légions des orques. Traître envers l'humanité, il avait péri à la fin de la Première Guerre. Sa mort l'avait au moins libéré des influences néfastes du seigneur des démons, Sargeras. Alors que se profilait une ère de ténèbres, sa mère, la puissante sorcière Aegwynn, avait rappelé son âme des terres de l'ombre pour qu'il fasse pénitence de ses erreurs passées. C'est ainsi qu'il s'était efforcé d'unir les races mortelles contre la menace qui s'en venait, et désormais, il fallait à tout prix mettre un terme au dessein de la Légion. Tout près de là, au sommet du mont Ijal, se dressait le plus sacré des sanctuaires elfes de la nuit. L'arbre-monde Nordrasil plongeait ses racines dans les bassins magiques dont les démons comptaient se servir pour asservir le monde d'Azeroth. Justement, Jaina fit usage de ses pouvoirs pour contempler les provinces alentours, et découvrit avec horreur la présence du démon Archimonde. Ce lieutenant de Sargeras escaladait déjà les flancs du mont Ijal et toucherait bientôt à son but. Sans attendre un instant de plus, Jaina, Thrall et leurs nouveaux alliés elfiques se précipitèrent pour livrer une bataille ultime pour le salut du monde. D'innombrables humains, nains et elfes périrent aux côtés d'orques, de trolls et de taurennes. Mais ils parvinrent à ralentir assez longtemps le seigneur démoniaque pour permettre aux elfes de la nuit de déchaîner les pouvoirs de l'arbre-monde sur Archimonde. Le démon, saturé d'énergies hostiles, explosa dans une déflagration arcanique qui ravagea la forêt et incendia l'arbre sacré. Les démons avaient échoué, et au prix d'effroyables sacrifices, les mortels avaient remporté la victoire. Leur triomphe célébré, les humains, les hauts elfes et les nains de l'Alliance s'en retournèrent à leur cité de Terramort, non sans affirmer leur désir de construire une relation constructive entre les peuples de cette terre d'exil. L'espoir était permis d'imaginer un avenir où plus jamais ne résonneraient les échos des tambours de guerre. Hélas, en dépit de mains efforts, ils ne pouvaient éternellement fuir ce conflit qui n'avait de cesse de les pourchasser. Et justement, de curieuses rumeurs se frayèrent bientôt un chemin jusqu'à la cité de Terramort. Des humains tendaient des embuscades sur les chemins et assaillaient les villages orques isolés. Thrall lui-même échappa de justesse à une tentative d'assassinat. Jaina se rendit auprès du chef orc pour enquêter sur ces événements, avant que les braises n'enflamment à nouveau l'esprit guerrier des deux races. Aux côtés du demi-ogre Rexar, Jaina remonta jusqu'à la source de ses attaques. C'est avec horreur qu'elle découvrit les soldats en provenance de sa terre natale. Son père, affolé par sa disparition, avait monté une expédition et pris d'assaut la horde en Kalimdor. Elle supplia l'amiral suprême de ranger son épée au fourreau, mais incapable d'entendre les mots de paix de sa fille, Daelin ne l'écouta pas. Pire, l'amiral écarta sa propre fille du trône de Terramort et intégra la cité et ses avant-postes dans sa croisade contre les orques. Dépitée, elle accepta de soutenir la horde dans sa contre-attaque, à la seule condition que ses loyaux sujets soient épargnés lors de l'assaut. Magnanime, Thrall obtempéra, et Jaina facilita l'entrée des orques dans sa cité. Daelin combattit jusqu'au bout, préférant mourir que d'accepter qu'une paix puisse exister entre les orques et les humains, entre la Horde et l'Alliance.
Le trépas de Daelin creusa un profond fossé entre Jaina et sa nation natale. Mais désormais, son foyer n'était plus en Kultiras. Sa vocation était de mener les débris de l'alliance de Lordaeron sur sa nouvelle terre. Jaina l'ignorait, mais sur le continent des royaumes de l'Est, une autre alliance était née des cendres de Lordaeron, Hurlevent. Désormais reconstruite et rayonnante, elle avait rassemblé quelques survivants de la vieille alliance sur le vieux continent, et elle n'avait pas oublié les ravages de la Horde. En Kalimdor, les braises de la guerre n'étaient pas tout à fait éteintes. Les anciens ennemis avaient le plus grand mal à cohabiter, et une série d'incidents firent exploser les tensions. Par endroits, humains et orques livraient à nouveau bataille, contre les volontés de leurs chefs respectifs. Thrall et Jaina entretenaient encore une profonde amitié, forgée par de sanglantes batailles face aux démons, et renforcée par leur union face à Daelin. Tous deux mirent tout en œuvre pour apaiser les tensions, sans savoir que d'obscures machinations travaillaient à ruiner leurs efforts. D'une part, tous les sujets de la Horde n'étaient pas prêts à tolérer la présence de Terramor sur ce continent. Le clan Tauren des totems sinistres intrigua pour attiser les flammes de la guerre. Ces guerriers livrèrent aux flammes quelques villages frontaliers mal protégés, et comme si cela ne suffisait pas, d'autres, bien plus menaçants, complotaient contre la Concorde. Alors que, justement, Jaina traversait son modeste domaine pour y assurer la paix, elle découvrit une importante source de magie. Sa curiosité inchangée, elle explora jusqu'à sa source, et découvrit une masure isolée. Blottie contre l'âtre, ce n'est nul autre que la célèbre sorcière Aegwynn qui accueillait la visiteuse. Elle lui révéla qu'un démon attisait les braises de la haine entre Terramor et la Horde. Il avait infiltré les deux côtés de la frontière, et ses serviteurs préparaient la guerre. Les deux magiciennes levèrent le voile sur la cabale, écrasèrent les rebelles et défièrent le démon. La victoire apaisa les tensions une nouvelle fois. Jaina et Thrall furent bien avisés de signer un pacte de non-agression pour renouveler leurs intentions pacifiques. Aegwynn, extraite de sa retraite solitaire, choisit de prendre place auprès de Jaina en tant que chambellan. Le contact renoué avec l'alliance de Hurlevent, Jaina persuada le roi Varian qu'une paix était possible entre l'alliance et la Horde, ses propres succès à l'appui. Circonspect, le seigneur d'Azeroth se laissa convaincre et prit la mer pour assister à un sommet organisé à Terramor. Hélas pour l'avenir de ce monde, il n'accosta jamais sa destination. Victime d'un odieux complot, le roi disparut en mer. Pendant un an, le roi disparut des cartes, ce qui ne fut pas sans aggraver les tensions qui couvaient entre l'alliance de Hurlevent et la Horde de Thrall. Des escarmouches éclataient partout entre Kalimdor et les royaumes de l'Est. Thrall peinait de plus en plus à retenir sa horde, ivre de vengeance, tandis que Jaina était écartelée entre ses alliés. C'est alors qu'un gladiateur passa les portes de sa cité. Il se faisait appeler Logosh, et son passé était dissimulé sous le voile d'une profonde amnésie. Une amnésie causée par de sombres sortilèges que Jaina et Aegwynn s'empressèrent de lever. Logosh n'était nul autre que le roi Varian Vryn, ensorcelé et capturé par le dragon noir Onyxia un an plus tôt. Sa mémoire recouvrée, Jaina lui fit appareiller un navire tout droit vers la cité de Hurlevent, où il pourrait reprendre son trône. Hélas pour les désirs de paix de la Dame de Terramor, durant son exil en Kalimdor, le roi était tombé entre les griffes d'un orc et avait combattu dans les arènes pour le bon plaisir de la Horde, ce qui n'avait guère attisé sa sympathie envers ceux qui avaient déjà, sous ses yeux, assassiné son père et brûlé sa cité. Autant avouer que tout rapprochement semblait ambitieux. Et pourtant, une nouvelle fois, Varian écouta celle qui l'avait libéré de sa malédiction. Hélas, une fois encore, la cruelle destinée mit à terre tous les efforts de Jaina pour construire la paix. Des efforts d'autant plus remarquables que Thrall lui-même avait peu à peu perdu espoir et, influencé par son protégé Garrosh, fils de Grommash, cédait aux revendications de plus en plus belliqueuses de son peuple. Alors que l'on s'efforçait de calmer les tensions à Terramor, de sombres cultistes se firent passer pour des agents de la Horde de l'Alliance pour commettre embuscades et assassinats. C'était l'étincelle qui raviva l'incendie qui couvait jusqu'alors entre les deux factions. Terramor semblait bien être la dernière à croire encore en une paix possible entre l'Alliance et la Horde. Elle parvint encore à éviter une guerre ouverte, alors que le conflit faisait rage contre les morts-vivants du roi Lich, mais ce fut de justesse. Varian, plus que jamais, nourrissait une soif de revanche qui n'attendait que le bon moment pour éclater au grand jour. Lorsqu'elle tenta, pour la dernière fois, de rassembler les deux factions au sein de la citadelle pourpre de Dalaran, l'entrevue se métamorphosa en pugilat entre Varian et Garrosh. Elle voyait fondre sous ses yeux, impuissante, tous ses espoirs de paix. Le roi Lich oxy, rien ne put empêcher les tensions de s'enflammer pour de bon. Pire, le marteau du crépuscule, cette secte désireuse d'affirmer l'emprise des ténèbres sur le monde, attisèrent les flammes de la guerre comme ils l'avaient fait lors du sommet de Terramor.
Si Jaina parvint pour un temps seulement à retenir le bras de Varian, elle ne pouvait plus compter sur le soutien inconditionnel de Thrall. L'orque devait choisir entre son rôle de chef et celui de chaman. Et c'est le second qui l'emporta. Alors que le monde était bouleversé par le cataclysme d'Eldemort, Thrall délaissa son trône pour apaiser les esprits élémentaires tourmentés. Il céda sa place à Garrosh. Hélas pour Terramort, Garrosh n'avait pas la placide attitude de son maître. Au contraire, l'orque brûlait de rendre sa fierté à son peuple, qu'il estimait humilié par l'Alliance. Il saisit le moindre prétexte que le marteau du crépuscule se hâta de lui fournir pour rouvrir les hostilités. Garrosh déchaîna ses forces contre tous ceux qui, en Kalimdor, n'avaient pas prêté serment à sa horde. Cette fois, Terramort fut contrainte d'abandonner sa prétendue neutralité et de se ranger sous la bannière de l'Alliance. Alors que les orques envahissaient les forêts elfiques d'Orneval, Jaina déploya, à contre-cœur, ses forces dans les plaines des Tarides. Les forces de l'Alliance débarquèrent en nombre dans le port et défrichèrent la forêt pour dessiner une longue et large route à travers les marais. Artisane de la paix, Terramort voyait désormais défiler dans ses rues les légions en marche pour le front. Sa voix n'était plus audible de personne, et même ses sujets prenaient parti contre la Horde. Les troupes de l'Alliance et de Terramort s'élancèrent à travers les plaines. Elles prirent à revers les armées de la Horde et parvinrent à percer le front des Tarides, jusqu'à presque ouvrir une route vers les forêts des alliés elfes de la nuit. Depuis le donjon de Tiragarde, les forces armées de Terramort pointèrent une lame affûtée contre la gorge de Garrosh. Celui-ci ne pouvait tolérer pareille humiliation, et promit d'anéantir la cité de Terramort. Dans un énième espoir, Jaina rencontra secrètement Thrall, espérant sans doute le convaincre de reprendre son trône des griffes du belliqueux Garrosh. Mais trop absorbé par son devoir de chaman, l'orque déclina. Hélas, les événements allaient de mal en pis. Le seigneur des dragons bleus, Kallegos, pénétra la cité sous forme humaine. Il était loin d'apporter de bonnes nouvelles. Un précieux artefact avait disparu, et sa puissance était telle que les gardiens de la magie ne pouvaient le laisser vagabonder dans la nature. Et pendant que Jaina et ses mages enquêtaient, Garrosh poursuivait sa conquête. Il massa ses troupes devant la forteresse de Guet du Nord, et en submergea les défenseurs, contraints au repli vers Terramort. La route littorale ouverte, la cité devait se préparer à endurer un siège. Les armées de la Horde s'enfoncèrent dans les marais, tandis que Garrosh déployait sa flotte près de la ville. C'était toute la Horde qui fusait à présent vers la petite cité. Aussitôt, Jaina exhorta l'aide de Dalaran et du Kirin Tor, et parvint à l'obtenir. Même les agents de la Horde au sein du Kirin Tor n'opposèrent pas leur veto, espérant mettre un frein aux volontés expansionnistes de Garrosh. L'Alliance débarqua des renforts à temps, et, ensemble, ils parvinrent à rejeter dans le sang les vagues d'assaut projetées par la Horde. Hélas, Garrosh sur l'enfer n'était pas la brute qu'il laissait paraître. Il avait un plan, et celui-ci ne pouvait se dérouler de meilleure manière. Alors que les plus puissantes armées de l'Alliance étaient désormais rassemblées face à lui, déterminées à tenir la cité de Terramort, le chef de guerre précipita une bombe de mana sur la cité. Voici ce qu'était devenu l'artefact subtilisé, l'iris de focalisation. Garrosh en avait fait une arme, et cette arme serait dévastatrice. Au-dessus d'une ville en proie à l'effroi, l'artefact détonna dans une déflagration de magie pure. La cité, ses habitants et ses défenseurs disparurent le temps d'un éclair. Jaina n'échappa que de peu à la mort. Il n'y avait plus de paix. Elle déchaîna ses pouvoirs sur les quelques guerriers ennemis qui rôdaient dans les ruines. Elle qui avait tant sacrifié pour réconcilier la Horde et l'Alliance, nourrissait désormais une haine ardente et irrépressible contre ces maudits orques et leurs abjects comparses. Sa vengeance serait effroyable. Terramort conte l'histoire d'une paix impossible, une tentative désespérée de réconcilier les extrêmes qui ne pouvaient finir qu'ainsi. La cité s'écroula à l'instant où sa vocation s'éteignit. La fraternité laissa place à la haine, le dialogue laissa place à la violence, les ponts devinrent des murs. Pourtant, l'idéal de Terramort a survécu. Il a survécu à travers Dalaran, nous l'avons déjà étudié. Tel le phénix, de ses cendres il renaquit plus flamboyant que jamais. La Horde et l'Alliance ne rangèrent pas les armes, non. Elles les brandirent côte à côte face à l'adversité. Et lorsque les humains et les orques, les elfes et les trolls, les nains et les taurennes s'unirent pour constituer un seul front face aux ténèbres. Jaina n'a survécu à sa cité que pour pouvoir, un jour, poursuivre son œuvre. Elle dut se reconstruire, affronter ses haines et ses colères. Mais à l'image des peuples d'Azeroth, elle surmonta sa rage et sut accorder un pardon rédempteur. En outre, la chute de la cité ne signa pas la fin de Terramort. Après la guerre,
Les défenseurs du royaume meurtri reprirent possession des citadelles éparpillées entre les marécages et les Tarides. Ils luttèrent ainsi, au nom de l'Alliance, lors de la 4e guerre. Affaibli, le petit royaume décapité survit encore, à cœur de préserver coûte que coûte ce tout nouveau foyer. Terramor est une nation isolée, loin de ses pairs. Nichée sur les flancs de Kalimdor, elle est l'unique nation humaine de ce côté du monde. Entourée par les terres de la Horde, elle dut longtemps sa survie à sa capacité à entretenir des relations productives avec ses brutaux voisins, et connut la destruction lorsque la paix ne fut plus possible. Ce statut lui confère une apparence singulière et quelque peu ironique. Championne de la paix, Terramor n'en est pas moins une citadelle solidement retranchée, armée et prête au combat. Les marécages sont semés de tours et de redoutes qui veillent scrupuleusement sur les sentiers. Il faut leur accorder que les menaces y sont nombreuses. Dragons noirs, ogres et taurennes pullulent sous le couvert de ces bois putrides. Plus loin, en vigie au surplomb des quelques passages qui glissent entre les montagnes, de solides forteresses scrutent sur les plaines des Tarides. Guet du Nord tient fermement le chemin côtier, tandis que Fort Triomphe assure un contrôle vers l'intérieur des terres. Au sud de ce dernier, refermant à double tour le dispositif défensif, le fort nain de Bael Modan domine des ruines oubliées. Bâti en plein territoire du clan tauren Cime de Pierre, qui fut presque entièrement massacré par les colons, ces nains ne manquent pas de remémorer l'incroyable diversité de ceux qui, jadis, suivirent Jaina dans la quête d'une nouvelle terre. Lors de la guerre contre Garrosh, avec l'appui de l'Alliance, Terramor étendit ses avant-postes jusqu'en de lointaines profondeurs du continent, espérant ouvrir un passage jusque sur la terre des Elfes. C'est ainsi que les troupes de Guet du Nord déployèrent une expédition vers les montagnes des Serres Rocheuses, à l'ouest des Tarides. Sur ces contreforts, veillant sur les sentiers, ils érigèrent une solide fortification du nom de Séjour de l'Honneur. De là, une poignée de braves escaladèrent les montagnes et établirent un avant-poste en surplomb, sans toutefois parvenir à briser les défenses de la Horde dans la région. Enfin, aux portes de la capitale de la Horde, Orgrimmar, le lieutenant Palitaire déploya une seconde expédition pour reprendre les vestiges du donjon de Tiraga, abandonné quelque temps plus tôt par les soldats de Boralus. Garrosh eut beau s'acharner contre ce poignard pointé contre sa gorge, il ne parvint pas à les faire tomber. Vous l'aurez constaté, pour une nation qui se vouait à la paix entre les races et les peuples de Kalimdor, Terramor compte bien plus de fortifications que de cités et de bourgs civils. Ne reste donc que la cité-cœur, le port de Terramor. Seule véritable ville du petit royaume, ce puissant port fait office de point d'entrée de la race humaine sur le continent oublié de Kalimdor. Avant sa destruction sous les flammes de Garrosh, la cité était à l'extrémité d'une longue route maritime qui l'emmenait à travers la Grande Mer jusqu'au port de Menethil, sur les terres de Khazmodan. Terramor constituait ainsi l'un des rares havres sûrs de l'humanité sur ce continent lointain, où artisans et marchands prospéraient aux portes d'une terre pleine de promesses, mais aussi de dangers. D'épaisses rangées de remparts encerclent la citadelle, renforcée en surplomb par une seconde ligne de fortification autour de la tour de Jaina. Le fracas des forges rompt le silence des marécages du matin jusqu'au crépuscule, alimentant les casernes en armes fraîches, tandis que les écuries préparent les chevaux à la guerre. Plus les tensions entre la petite enclave humaine et les peuples de la Horde s'exacerbaient, plus Terramor était contrainte de s'armer, et les soldats, trépignant de se battre, furent bientôt prêts à toutes les bassesses pour enfin achever cette paix épuisante et verser le sang de ces orques et de ces taurennes. Enclavé sur des terres difficiles, Terramor peine à combler ses besoins alimentaires. Les marais insalubres sont dangereux et incultes. Seules quelques rares fermettes osent semer hors des murs de la citadelle. Plus loin, les Tarides n'offrent guère plus de perspectives, et regorgent plus encore de dangers pour les fermiers isolés. Alors, pour habiter cette petite nation de Terramor, il vaut mieux aimer le poisson et le gibier, seule source fiable d'alimentation, si l'on accepte les livraisons étrangères. En vérité, le territoire de Terramor ne regorgeait pas de ressources, quelles qu'elles soient. Aucun gisement de valeur n'y a jamais été découvert. Le bois, rongé par le chancre, n'est assez robuste ni pour la construction d'édifices, ni pour la construction navale, obligeant à chercher quelques maigres bosquets dans les savanes ardentes des Tarides. La seule richesse de la cité était donc sa position, plus que stratégique, sur les flancs de Kalimdor. Une situation géographique qui l'a valu d'être courtisé par l'Alliance, puis d'être ravagé par la Horde. Terramor ne poursuivait pas un but de richesse ni de prospérité. Sa construction fut motivée par un profond désir d'échapper aux tourments des royaumes de l'Est, puis de construire un avenir loin des échos de la guerre. Ces deux causes échouèrent lamentablement. Il ne reste du port de Terramor qu'un cratère crépitant d'énergie, et les ruines de ce qui fut jadis un rêve impossible. Désormais, les fils et les filles de Terramor luttent impitoyablement pour préserver le peu qu'il leur reste. On ne sait que peu de choses sur ce qu'il advint d'eux après la chute de leur capitale, mais force est de constater qu'ils appuyèrent encore l'Alliance lors de la 4e guerre contre Sylvanas. Retranchés dans leur fort,
il constitue désormais un réseau de citadelles autonomes, dévouées à préserver un héritage plus qu'un royaume ou une nation. Après la destruction de Terra Mort, 5 longues années de guerre n'épargnèrent pas les survivants de la nation d'outre-mer. Toutefois, Garrosh puis Sylvanas vaincus, une ère de paix s'est ouverte. Cela fera bientôt 10 ans qu'aucun conflit d'ampleur ne déchirera la Horde et l'Alliance. Une trêve sans précédent depuis la Troisième Guerre et l'accostage de Dame Jaina en Kalimdor. Le souvenir de cette cité broyée par la haine hante encore les mémoires et retient le bras de ceux qui voudraient à nouveau faire couler le sang. Triste destinée pour conclure cette série sur les nations humaines. Toutefois, le sort de Terra Mort est une bonne représentation des tragédies qui touchèrent cette race depuis l'ouverture de la Porte des Ténèbres. C'est une nation de réfugiés, sans distinction d'origine ou de race, qui se rassemblèrent pour construire un avenir plus grand qu'eux. Aveuglé par ses idéaux, Terra Mort entra dans une lutte mortelle contre la destinée. Hélas, en dépit de 1000 efforts, de 1000 petites victoires, Jaina ne put empêcher l'incendie de dévorer son œuvre. Et malgré ça, le peuple de Terra Mort semble renaître de ses cendres à la façon de Hurlevent, de Stromgarde ou de Gilneas, à la façon de l'Alliance, et même de toutes les races mortelles d'Azeroth qui ont toutes vécu de sinistres événements. Même lorsque la défaite ne laisse plus que ruine, tant qu'il reste des cœurs qui battent, il reste une chance de remporter le combat final. Alors que les ténèbres enlacent le monde d'Azeroth, souvenez-vous de tous ceux qui n'ont pas perdu espoir et qui ont lutté avec leur valeur comme seule arme. Je referme avec émotion cette toute première série d'ampleur sur la géographie du monde d'Azeroth. Bien sûr, nous pourrions parler de tous ces peuples humains qui étendirent l'humanité aux 4 coins du monde, la croisade écarlate en tête. N'oublions pas que, il y a un an de cela, dans les profondeurs de Khazalgar, l'expédition conjointe de l'Alliance et de la Horde découvrirent les contours d'une nation oubliée. Nous ne savons rien de ces gens qui se font appeler Rarati, ni de leur continent d'Avalorum, loin au-delà des limites de nos cartes. Ils prouvent toutefois que les brumes du bout du monde renferment encore bien des secrets. L'histoire et la géographie d'Azeroth sont loin d'être achevées, raison pour laquelle nous nous retrouverons bientôt pour lever le voile sur les mystères de ce monde. Si vous avez apprécié ce voyage, je vous invite chaleureusement à aimer, commenter et vous abonner si ce n'est déjà fait. Et qui sait, partagez pour que d'autres explorateurs se joignent à nous.